Hi guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous avez intérêt à aller bien. Je vous le dis, parce que quand on a Christ, on va toujours bien. Si pas, que la paix de Dieu soit avec toi. Même si les temps sont durs, je danse pour toi. Je danse pour toi, malgré tout ce que j'endure. Je danse pour toi, je danse pour toi. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je danse pour toi. Je m'appelle Maïna, j'ai 22 ans et j'habite à Charleroi. Je me présente aujourd'hui comme l'une des youtubeuses chrétiennes que vous allez sûrement avoir l'occasion d'entendre parce que je parle trop. Alors là, je parle trop. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo storytime. Pourquoi Storytime et pas une vidéo présentation? Tout simplement parce que je pense qu'il est important que vous puissiez connaître la Maïna d'avant. There's a void that cries out in the silence, searching for a heart that will love him, longing for a child that will give him their all, give it all, he wants it all. And there's a God that walks over the earth, searching for a heart that is desperate. Afin de mieux comprendre la Maïna de maintenant. Longing for a child that will give him their all, give it all, he wants it all. And there's a God that walks over the earth, searching for a heart that is desperate, longing for a child that will give him their all, give it all. Alors, vous êtes prêts? Attendez juste un instant. Je vais remettre mon gloss. Juste un peu de gloss. Parfait. On y va. Alors, l'histoire commence par une fille de 14 ans. Je vais vraiment commencer par la période, la dernière année qui était mon année de fugue, mon année d'expérience, mon année le jour où tout a basculé en fait. C'est cette année-là vraiment que tout a basculé, tout a changé, que ce soit ma manière de penser ou même l'amour que les parents avaient pour moi. Pas qu'il y ait eu une diminution d'amour, mais plutôt des séquelles que j'ai laissées dans leur cœur qui peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, ils ne me voient plus comme une petite fille toute timide, etc. Alors que j'étais devenue une enfant très 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 rebelle, très désagréable. Et c'était impossible pour même mes sœurs en fait de rester avec moi ou mon frère parce que je pouvais pas être dans une pièce sans susciter la haine ou sans sentir la haine, sans sentir le besoin en fait qu'une bombe explose en fait. Et je le faisais pas par plaisir, mais je le faisais parce qu'au fond j'étais quand même blessée, j'étais quand même brisée parce que outre ce que je montrais à la maison, ce qui se passait dehors, c'était horrible. Ce que j'ai vécu dehors a fait en sorte que ce que je vivais à la maison soit un enfer pour tout le monde. In this days, love me with your whole heart. You want it all today. Serve me with your life now. You want it all today. Bow down. Un enfer parce que quand on est dans une période d'adolescence, etc., on fait beaucoup d'erreurs. On fréquente peut-être les mauvaises personnes, on tombe amoureuse peut-être des personnes qui vont chambouler toute une vie, toute une éducation, tout un système de pensée, toute une doctrine en fait. Et une seule personne peut changer votre vie et moi c'est vraiment cette personne-là qui a un peu réveillé, on va dire, la petite fille rebelle en moi. J'étais amoureuse et ça me faisait vraiment mal de savoir que l'amour que je ressentais pour une personne n'était pas réciproque, c'est-à-dire que cette personne ne m'aimait pas aussi fort que moi je l'aimais. Peut-être parce que c'était mon premier copain, peut-être parce que c'était la première personne que
Bah, on a tous eu des petits copains quand on était en primaire, mais là, c'était l'amour, genre mon chéri, quoi. Celui avec qui je comptais me marier, celui avec qui je comptais faire ma vie. Je voyais vraiment beaucoup de choses avec cette personne et on va dire que voilà, les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. Et, il a fait des erreurs et ces erreurs qu'il a fait ont porté atteinte à ma réputation. Ce qui fait que des photos ont été postées, des conversations ont été postées et tout a été dévoilé dans le public en fait. Et rentrer à la maison alors que dehors j'étais insultée, j'étais maltraitée et tout, parfois même frappée. Donc je pouvais sortir de l'école ou même aller à l'école et le matin des gens m'attendaient. J'ai un peu vécu de tout, toutes les folies. Et ça m'a en fait exploser. Ça m'a vraiment fait exploser. Mais là, je vous raconte vraiment... donc l'histoire vraiment que je vous raconte, elle a commencé à mes 14 ans. Mais la petite anecdote là que je suis en train de donner, elle a commencé à 12 ans. Donc moi, mon adolescence, elle a commencé très jeune. Donc les années sont passées, en tout pour tout, j'ai fait 5 ans de relation avec cette personne-là. Les 2 premières années, c'était des petites amourettes. Après, c'est devenu quelque chose de assez, on va dire, sérieux. Mais malgré le fait que j'étais avec cette personne, j'avais toujours ce besoin de me sentir remarquée. Et comme je vous ai dit, cette personne pouvait être amour aujourd'hui et demain être détestable. Et c'est ce que je pouvais expliquer en disant que, en fait, quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, tu souhaites en fait recevoir ce même degré d'amour. Mais c'était pas comme ça. Et donc le manque d'amour de cette personne que j'aimais, plus la réputation que j'avais dehors, malgré le fait que tout ça avait explosé, on était toujours ensemble. Ça faisait vraiment un tout. Et ce tout-là, quand je rentrais à la maison, ça devenait une bombe. À l'école aussi, ça devenait une bombe. Et c'était plus possible pour mes parents. Donc, un jour, ça a vraiment explosé à la maison. Et mon père m'a demandé clairement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui peut te faire, en fait, arrêter tout ce qui se passe là dans ton cœur, dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux voir maman. Il m'a dit, ok, tu veux voir ta mère, il n'y a pas de souci. Donc, pendant les congés, pendant les vacances, on ira voir ta mère. Et je pense que le jour où la bombe elle a explosé, c'était suite à mes fugues. Donc, je fuguais beaucoup. Je pense que j'ai fugué 2-3 fois. La première fois, c'était grave. Ils ont appelé la police, etc. On me cherchait. La deuxième fois, ils se sont dit, bah, ça devient une habitude. Et je les comprends. Aujourd'hui, je prends le temps de les comprendre, en fait. Ensuite, une fois que mon père m'a dit qu'on allait aller en vacances, j'étais hyper contente. J'ai appelé mes amis, je leur ai dit, les gars, je vais aller voir ma mère en Afrique et tout, je suis trop contente, etc. Et un ami m'a dit, Maïna, t'es sûre que tu vas revenir? Et je lui ai dit, ouais, mon père, il a dit que j'allais revenir, etc. Que je partais juste voir ma mère et après je revenais. Donc, ok, tout se passe bien. Je vais voir ma mère. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Ensuite, il se passe quoi? Une tantine m'appelle, il me dit, Maïna, donc, j'espère que tu vas bien, etc. Moi, j'ai entendu dire que tu allais rentrer en Afrique. J'ai dit, ouais, je suis trop contente, je vais voir maman. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, amuse-toi bien, etc. Donc, on raccroche. Et le jour j'y arrive, donc on est en train de faire les valises, etc. On prépare tout. Et cette même tantine me rappelle et me dit, Maïna, est-ce que tu as regardé ton billet? C'est aller-retour et tout. Donc du coup, je lui dis, bah je pense. Et tu prends quel avion? Je fais, bah je pense qu'on va prendre Bruxelles Airlines. Bref. Et elle me dit, ok, ça va, ben regarde quand même ton billet. Et je regarde mon billet et je vois qu'il y a juste le aller, il n'y a pas le retour. Et je me suis dit, oh, peut-être en allant en Afrique, en revenant, ben, il va acheter le billet là-bas. Donc
Moi, je suis restée un peu enfant, la petite enfant, trop contente d'aller en Afrique, voir sa mère. Et je voyais pas trop le piège, en fait. Donc, on va à l'aéroport et tout. On arrive à Lomé, donc qui est la capitale du Togo. On arrive à Lomé et tout. Et le premier jour, moi, je fais quoi? Je dis directement à papa, mais moi, je veux dormir chez maman. Donc, du coup, on me dépose chez ma mère et tout. Je reste avec elle pendant longtemps. J'apprends, on va dire, à connaître plein de personnes. On parle, on échange, on passe des très bons moments. Je vous dis vraiment pas. Et puis, je commence à voir qu'on approche quand même de la rentrée scolaire et tout. Ça faisait quand même quelques semaines que j'étais là. Et je disais à mon père, ah oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des écoles qui donnaient des cours, etc. Est-ce que tu peux m'inscrire à une école pour qu'on puisse me donner des cours? Parce que j'avais des examens de passage. Mon père, il me dit, ouais, ok, je te dirai quoi. Donc, du coup, je suis restée là. Et en attendant, je continue à étudier. Donc, un jour, mon père, il m'appelle et il me dit... Ah, Ména, est-ce que donc, on peut se voir, etc. avec ta sœur. Donc, moi, je suis une grande sœur. Et je dis, ok, y a pas de souci. Donc, on va rejoindre mon père et tout. Et on arrive, on est en train de manger, etc. Et mon père, il me dit, Ména, voilà, tu vas rester ici. Je dis quoi? Il me dit, ouais, tu vas rester ici. Je vais te chercher une école, tu vas aller à l'école, mais tu restes ici. Et là, en fait, mon cœur, ici, mon cœur, il s'est cassé en deux. On a visité une école catholique, et en fait, l'école catholique, c'était genre, vraiment les écoles catholiques, là. Vous voyez... genre comme vous regardez dans les films, vous voyez des sœurs dans des doctoires et tout, et puis vous les voyez entre elles, et ben j'ai vu flou ce jour-là, je me suis dit, mais c'est quoi cette école? En plus la femme, elle disait, oui, le matin, vous réveillez à 6h, vous faites vos lessives et tout, genre de là, il y a un coup dans l'autre, tu vois. Donc en gros, la lessive avec les mains, alors que moi ici en Europe, il y avait genre le lave-linge, etc. Donc là, j'allais passer à la fille qui... What the heck? J'étais en mode... Quoi? Et j'ai passé le truc, ma soeur, elle était là en mode... Oh, c'est trop bien, c'est trop dommage qu'il n'y a pas... mon genre, mon année et tout. Et dans mon cœur, je pense que cette fille, le jour-là, je l'ai tuée genre 7 fois. Genre, là, je l'aurais déjà... elle serait morte, en fait. Et quand elle disait ça, je la regardais, j'en pouvais plus. J'étais déjà en mode, j'apprends que je reste ici. En plus d'apprendre que je reste ici, on m'a mis dans une école de bonne sœur. Est-ce que moi, j'ai une tête d'être une bonne sœur? Non, mais c'est mort. Donc, du coup, j'ai fait genre, pour faire plaisir à mon père, je fais, ok, d'accord, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai pas le choix. Non, ce qui se passe, c'est que moi, j'étais tellement contente d'arriver en Afrique que je mangeais trop de trucs. Mais vraiment trop de trucs. Et j'étais devenue une grosse bouboule. Et un soir, comme ça, j'étais en train de dormir avec ma mère et tout. Et j'ai commencé à avoir des maux de ventre catastrophiques. Genre, j'avais trop mal au ventre. Et je pouvais même pas... Genre, je bougeais, j'avais mal. Limite, j'avalais, etc. En fait, j'avais mal tout là. Et je comprenais pas pourquoi j'avais mal. Ma mère, elle commence à s'inquiéter et tout. Elle me donne un truc pour essayer de calmer. Donc, elle essaie de voir si au bout de quelques minutes, ça se calme. Ça se calme pas. Mais je pense qu'il était peut-être 1h du matin. Donc, quand j'ai commencé à avoir les douleurs là. Et vas-y au Togo pour trouver des voitures à 1h du matin. Des taxis. Surtout là où on habitait, là, c'était waouh. Franchement, je pense que la personne qui a amené le taxi, si voilà, elle voit cette vidéo, que Dieu te bénisse. Parce que, waouh, pour trouver un taxi en Afrique à des 1h, surtout dans l'autre quartier, Word, comme dirait une copine à moi. Bref, donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il appelle le taxi m'amène dans un hôpital privé. Parce que au Togo, vous connaissez très bien les hôpitaux, enfin pour les Togolais, vous connaissez les hôpitaux togolais, si tu vas, tu meurs. Je suis vraiment désolée de le dire.
Et si tu vas aux hôpitaux togolais, genre à Lomé, à Tocoin, tu es sûr que ta maladie, là, peut-être c'était une fièvre, mais tu ressors de là, limite, t'as une maladie que tu n'as jamais entendue parce que ils ont tellement de surcharge, en fait, ils savent pas bien diagnostiquer les gens. Donc, ma mère, elle m'a mis dans un hôpital privé. Et là, le médecin, il commence à m'ausculter. C'est pas possible. J'ai hyper mal au ventre. Il touche seulement, ça me fait mal. Il me pose des questions. Parler, j'ai difficile. Je commence à pleurer. Et je dis, Seigneur, je vais mourir. Et là, je commence à pleurer. Je pleure. Je dis à ma mère, maman, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Ma mère, elle était là, non, 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 t'inquiète, on va trouver une solution. On m'amène dans la chambre. Et je commence à pleurer. Et rien qu'à penser à ça, je me rappelle. En fait, c'est comme si je ressentais cette douleur parce que j'avais hyper mal. Et personne ne pouvait comprendre cette douleur, en fait. Ça me faisait tellement mal à l'intérieur de moi. On a appelé mon père et tout. Il se faisait hyper tard. Mon père, il a dit, ouais, écoute, je viendrai vous voir demain pour voir ce qui se passe, etc. Et quelques jours ont passé, etc. Et je pense que je suis restée plus ou moins une semaine à l'hôpital. Plus ou moins une semaine. Et entre-temps, j'étais vraiment dans une petite chambre. Je vais être honnête avec vous, j'étais dans une petite chambre. Et la chambre a été séparée en deux. Donc, il y avait mon lit et le lit d'une soi-disant personne qui allait venir. Elle allait s'asseoir là, quoi. Genre, elle allait se coucher là. Et il y avait une salle de bain pour 2 personnes. Mais déjà, toi, t'es malade. La personne, tu sais pas quelle maladie elle va avoir. Elle va venir encore dormir. Genre, partager la même salle de bain que toi. Ma prière, c'était premièrement que je puisse sortir d'ici. Et deuxièmement, que même si je sors pas ici, que je tombe pas malade, en fait. Que, genre, ma maladie s'empire pas, genre, en attrapant quelque chose d'autre de quelqu'un d'autre. Et donc, une nuit, ma sœur était dans la salle d'attente, en train de dormir. Et elle a fait un rêve. Et dans ce rêve, elle se voyait courir dans la salle d'attente, dans le couloir de la salle d'attente jusqu'à ma chambre. Et en arrivant, en ouvrant la porte de ma chambre, elle voit une lumière autour de moi. Et elle entend audiblement le Seigneur lui dire que, en fait, il n'est pas temps que je parte. Et la nuit même où ma soeur a vu ça, les docteurs avaient dit que j'avais perdu connaissance. Donc du coup, no way. Quand elle s'est réveillée et qu'elle est venue en parler avec ma mère n'a pas voulu, on va dire, elle me l'a pas dit tout de suite. Un homme de Dieu est venu et il a prié pour moi. C'était un des cousins de ma mère. Et il a sorti la même phrase. Donc, j'avais pas encore entendu le rêve de ma sœur. Mais lui, il m'a clairement dit que le Seigneur n'avait pas fini de m'utiliser. Et qu'il ne faisait que commencer sa mission avec moi. Et moi, j'étais là, en train de mourir sur un lit d'hôpital. Gars, je calcule pas trop ce que tu vas me dire. Parce que tant que j'ai pas vu le Seigneur agir... j'y crois pas du tout, tu vois. Et en attendant, mon père était toujours pas venu me voir et je trouvais ça un peu trop suspect. Puisque je pensais qu'il avait changé d'avis et qu'on allait quand même rentrer ensemble en Afrique. Donc je sors de l'hôpital après une semaine et il m'avait diagnostiqué un ulcère, mais grave, parce que j'avais des trous dans l'estomac. Et en plus de l'ulcère, j'étais une personne anémiée, donc j'avais un problème de fer. Donc, quand je suis sortie de l'hôpital, ma mère, elle était un peu plus stricte avec moi au niveau de la nourriture, des sorties, etc. Et un jour, elle m'appelle dehors et elle me dit « Meina, j'ai quelque chose à te dire, je viens d'apprendre quelque chose, etc. » Et moi, je lui dis « Quoi? Qu'est-ce que t'as appris et tout ?» Et là, elle me dit, je suis désolée, Meina, mais ton père est parti et tu restes au Togo. Et là, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps et je me suis dit, non, il n'a pas fait ça. Il n'est pas parti, il m'a pas laissée toute seule. Il m'a pas laissée ici. Je connais qui? J'ai pas d'amis, genre... Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller à l'école où? Parce qu'entre-temps, je n'avais pas d'école.
Qu'est-ce que je vais faire? Quelle vie je vais avoir? Je me suis dit, mais il n'a encore rien compris. Je lui avais promis que j'allais changer, etc. Et il est quand même parti. Il m'a abandonnée, il m'a laissée ici toute seule. Ma mère, elle comprenait pas parce qu'elle disait, mais moi je suis là, il y a ta soeur et tout. Mais aujourd'hui, je peux dire que merci. Je peux dire que merci parce que l'expérience que j'ai vécue au Togo, ce que j'ai vécu là-bas avec ma mère, la vie que j'ai eue, l'éducation que j'ai eue, m'a vraiment remis sur le droit chemin. Après, je dis pas que je suis devenue une fille sainte, etc. Mais j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin, comme on dit si bien. Et je suis contente d'avoir été au Togo. Je suis contente de ce que j'ai vécu. Et je suis contente car après ce jour-là, ma relation avec Dieu avait catégoriquement changé. C'est-à-dire que j'ai commencé à aller plus à l'église. J'ai commencé moi-même à prier toute seule, mais vraiment toute seule. Et j'avais dit à Dieu le jour-là, j'ai dit, Seigneur, moi, je retournerai en Belgique. Je retournerai en Belgique et quand je serai en Belgique, tu verras. Je te prouverai que tu as bien fait de me laisser la vie. Alors, on arrive à la dernière partie de la vidéo. Et j'aimerais vraiment que par cette dernière partie, on puisse passer un moment de partage. Et j'aimerais en profiter pour vous dire que parfois, il y a des situations qui peuvent vous montrer que Dieu vous a abandonné et que vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas de repère. Et moi, par ce parcours, enfin par l'expérience que j'ai eue, j'ai pu voir la main de Dieu agir par beaucoup d'autres choses durant ce séjour à Lomé. C'était parfois difficile, mais Dieu ne m'a jamais abandonnée. Il n'a jamais abandonné ma famille et ça m'a fait mûrir. Ça m'a fait vraiment mûrir. J'aimerais vraiment profiter de ces instants pour te dire que peu importe les circonstances, Dieu peut te faire vivre des choses. Tu vas te dire parfois qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas là et qu'il n'a sûrement pas pitié de toi. Mais j'aimerais juste te raconter l'histoire d'un peuple qui habitait en Égypte, donc le peuple d'Israël, qui était maltraité, qui était parfois délaissé. C'était des personnes qui travaillaient avec acharnement, sans vraiment avoir le gain qu'ils méritaient. Mais un jour, Dieu a élevé un prophète afin de les sortir de ce pays. Et ça a changé leur vie dans le sens où ils ont découvert un pays où coulait le lait et le miel. Alors je crois que parfois Dieu te fait passer par des situations où tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas te jeter par terre, tu auras toutes les émotions du monde. Mais après, une fois que tu auras compris pourquoi il te faisait passer ces épreuves-là, tu vas acquérir plus de maturité, mais aussi une foi élevée. Je pense que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Alors que Dieu te bénisse et j'espère te retrouver pour la prochaine vidéo. Pour ma destinée, je danse pour toi. Baba God, 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 je danse pour toi.